bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain. Leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coopération. Aujourd'hui, nous sommes à la direction centrale avec Christophe, qui a fait un petit détour par Paris où il fait un petit peu plus froid que dans son affectation. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors avant de parler de votre parcours qui est très dense, j'ai lu votre CV, il est long comme mes deux bras. J'aimerais revenir sur vos fonctions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ? Alors actuellement, je suis coopérant militaire technique, mais de protection civile, au profit de la Tunisie. Donc je suis résident en Tunisie, mais je travaille également en Libye avec la protection civile libyenne. Alors ce n'est pas votre premier poste en Tunisie ? Alors c'est effectivement pas mon premier poste en Tunisie. J'ai eu la chance de servir déjà en Tunisie comme coopérant de protection civile, donc sur le même emploi entre 2015 et 2018. La nouveauté depuis l'été 2022, depuis que j'ai rejoint à nouveau la Tunisie, c'est que je suis également en charge de la Libye. C'est une opportunité qu'on avait décelée déjà en 2017-2018 de pouvoir travailler avec la protection civile libyenne qui a cette particularité d'être une entité unique sur l'ensemble du territoire libyen, donc sans distinction entre Est et Ouest. Et c'était donc d'intérêt aussi pour l'ambassadrice de l'époque que l'on puisse travailler sur la Libye. Donc depuis que je suis revenu à l'été 2022 en Tunisie, la DCSD m'a également donné la charge de lancer une coopération de protection civile en Libye. La structure dans laquelle vous évoluez aujourd'hui en Tunisie, elle est en place depuis plusieurs années. Vous, qu'est-ce que vous y apportez ? Alors, je suis effectivement un coopérant inséré. C'est important de le dire parce que c'est quand même très particulier. C'est-à-dire qu'on vit, en tant que coopérant inséré, on vit avec l'organisation que l'on est chargé d'appuyer en termes de coopération. Donc, je suis inséré au sein de l'Office national de la protection civile de Tunisie, même si ponctuellement je me rends en Libye au sein de ce qu'on appelle la National Safety Authority, donc libyenne qui est en charge de la protection et de la défense civile sur le territoire libyen. Donc en étant inséré, je suis conseiller du directeur général de l'Office national de la protection civile de Tunisie, son conseiller proche, sur tout un tas de sujets, et notamment les sujets pour lesquels la coopération française peut appuyer la protection civile tunisienne dans son renforcement capacitaire. Aujourd'hui, quels sont les besoins de la Tunisie dans cette partie-là ? Comment y répondre ? Et vous, comment vous y répondez ? Alors, l'Office national de la protection civile est né en 1993. Donc c'est une organisation, relativement jeune encore, qui est en charge du secours et de l'assistance aux populations et également de la gestion de crise lorsque c'est nécessaire en appui des autorités gouvernementales. Juste pour la petite histoire, c'est une organisation qui est née, qui est une émanation en fait de la garde nationale tunisienne. Donc une organisation relativement jeune et jusqu'à encore 2011-2012, c'est une organisation, donc la protection civile, qui dépendait beaucoup de la garde nationale, notamment pour sa partie formation. Depuis 2011, une école nationale de la protection civile a été créée, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles la coopération française a débuté avec la mise en place d'un coopérant en 2012, même si bien avant, dès le début des années 2000, il y avait une coopération bilatérale de protection civile entre la Tunisie et la France, mais la mise en place d'un coopérant s'est effectuée à l'été 2012. Ça a été une vraie petite aventure qui commençait. Alors, mise en place d'un coopérant à l'été 2012 parce que, comme vous le savez tous, en janvier 2011, il y a eu la révolution en Tunisie. Et donc, il y a eu un accord dès mai 2011 qui a été signé par le ministre de l'Intérieur français de l'époque et son homologue tunisien. Donc, un accord de coopération, un accord intergouvernemental qui a été signé à l'époque, en mai 2011, et qui a permis justement la mise en place d'un coopérant dès l'été 2012. Et donc, c'est mon camarade, lieutenant-colonel Gwenaël, qui
pris le poste à l'époque, qui était issu comme moi des formations militaires de la sécurité civile, et qui a donc débuté cette coopération, qui continue encore maintenant, 11 ans après, et qui est une coopération qu'on peut qualifier quand même de coopération à succès, puisqu'on en est déjà au 3e projet de coopération bilatérale financé par la DCSD, et avec des résultats concrets. Juste pour la petite histoire, mon prédécesseur, donc le lieutenant-colonel Gwenel, a connu des officiers qu'il a formés, qui étaient lieutenants, capitaines, et que moi je retrouve aujourd'hui colonel, alors que j'ai connu pendant mon premier passage, qui était commandant, enfin capitaine ancien commandant, qui sont maintenant, que j'ai retrouvé comme colonel, voire colonel-major. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette ressource humaine. Notre coopération, la coopération de la DCSD avec des coopérants insérés, elle a cette particularité d'être au plus proche du partenaire et donc de créer des liens. Le coopérant crée forcément des liens d'amitié avec un certain nombre de personnels de l'organisation qui l'appuie. Et ça permet de bien se connaître mutuellement et donc de pouvoir identifier rapidement, en lien avec les autorités tunisiennes bien sûr, les officiers à potentiel que l'on forme. Et certains ont suivi des cursus de formation assez denses depuis plus de 11 ans maintenant. Je peux vous donner l'exemple d'un colonel tunisien maintenant, que moi j'ai connu à l'époque capitaine, qui est le premier officier tunisien à avoir atteint un niveau en feu de forêt qu'on appelle le FDF 5, donc le chef de site feu de forêt. C'est quelqu'un, en 2012, qu'on a commencé à former au niveau 1, équipier, vous voyez, et qui, depuis l'année dernière, est titulaire de ce qu'on appelle le FDF5. Donc c'est quand même c'est un exemple que je vous donne, mais il y en a plein d'autres, qui permet de faire comprendre qu'on a cette action qu'on mène depuis plus de 11 ans maintenant, elle permet d'obtenir des résultats très concrets. Vous parliez à l'instant de relations. C'est important quand on est coopérant d'avoir une proximité de relations avec les gens avec qui on travaille. C'est absolument essentiel pour bien connaître l'organisation que l'on est censé appuyer, parce que bien connaître l'organisation et le personnel qui en fait partie, ça permet d'identifier les axes de coopération que l'on peut proposer à l'autorité, donc en l'occurrence le directeur général de la protection civile tunisienne. Et ça lui permet de faire des propositions très concrètes et d'axer les efforts de notre coopération bilatérale sur des sujets où on peut obtenir des résultats et qui sont évidemment d'intérêt pour l'organisation que l'on supporte. Ça, c'est absolument essentiel, de pouvoir répondre aux besoins identifiés par le partenaire. On n'arrive pas en imposant des choses, et le fait d'être inséré, de bien connaître l'organisation, de bien connaître le personnel, de tisser des liens d'amitié, comme je vous le disais, des vrais liens d'amitié, c'est absolument essentiel pour pouvoir être efficace. Pour que l'action que l'on mène dans notre coopération bilatérale, qui reste toujours un outil de la politique étrangère de la France, il faut en être absolument conscient, mais ça permet justement d'être efficace, d'être en proximité, j'allais dire, au quotidien avec les acteurs que l'on appuie. On n'a pas encore détaillé votre parcours, mais l'idée de travailler à l'international, c'est récent, c'est depuis tout petit dans votre carrière militaire. Comment c'est arrivé ? Alors, je vais dire que c'est depuis tout petit, mais avant même que je sois militaire, puisque mes parents ont beaucoup travaillé à l'international, donc j'avais un peu ça déjà dans mon ADN. Je dois dire que mes enfants l'ont aussi d'ailleurs. Donc ça doit être de famille, mais de toute façon, en étant militaire, quoi qu'il arrive, on a cette vocation à être projeté à l'extérieur. Et donc on a forcément une fibre, j'allais dire, d'aventurier, surtout quand on est jeune lieutenant ou jeune capitaine. Bon, on continue à l'être quand on est lieutenant-colonel, je vous rassure. On a toujours cette fibre de vouloir travailler quelque part à l'international, en tout cas d'être projeté, d'être déployé à l'international. Ça fait partie, je pense, de l'ADN de tous les militaires français. Et donc, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, c'était une continuité logique, j'allais dire, de ma carrière. J'ai travaillé à l'international à plusieurs reprises, notamment lorsque j'étais dans les formations militaires de la sécurité civile. J'y suis depuis 2003, donc ça fait 20 ans maintenant, où régulièrement on était projeté sur des opérations suite à des catastrophes, mais également pour faire de la coopération bilatérale ou multilatérale. Et donc, j'ai notamment travaillé en Mauritanie, vous voyez, sur un projet de développement de centre opérationnel, avant même que je rejoigne la DCSD, en étant sous la coupe de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une continuité logique. Et je dois dire qu'une fois qu'on a goûté à la coopération, c'est compliqué de revenir en centrale, même s'il faut le faire, puisque justement, revenir en centrale et apporter son expérience acquise sur le terrain en expatriation, c'est toujours intéressant. Mais une fois qu'on y a pris goût, oui, c'est compliqué de lâcher prise. Aujourd'hui, dans vos fonctions, avec qui vous travaillez ? Quels sont vos partenaires ? Alors, je profite de votre question pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment essentielles dans le dispositif. Alors bien sûr, il y a
en portion centrale de la direction de la coopération de sécurité et de défense les différents officiers qui ont à la charge à la fois géographique mais aussi thématique de protection civile. Mais en local, au niveau des ambassades, donc, puisque moi je travaille à la fois en Tunisie et en Libye, au niveau des ambassades, un interlocuteur privilégié, c'est l'attaché de sécurité intérieure, donc un colonel de gendarmerie en Tunisie, un commissaire de police en Libye. Ça, ce sont des acteurs absolument essentiels pour moi, parce que, en particulier en étant inséré, c'est toujours intéressant d'avoir une sorte un peu de backup, si vous voulez, d'avoir quelqu'un qui est en dehors du dispositif, mais tout en étant présent en Tunisie, qui vous permet de temps en temps de vous refixer un certain nombre d'objectifs, parce que la proximité que l'on entretient lorsqu'on est coopérant inséré, de temps en temps, peut amener à, non pas des dérives, hein, c'est pas du tout le terme que je veux utiliser, mais on a parfois un jugement qui peut être un tout petit peu faussé. Avoir une sorte de backup comme ça, via l'attaché de sécurité intérieure, c'est toujours intéressant, parce qu'il peut recadrer un peu les choses, il peut nous réorienter aussi en fonction des axes stratégiques de l'ambassadrice en Tunisie ou de l'ambassadeur en Libye, donc ça c'est absolument essentiel, et c'est ce qui, moi, me permet aussi d'avoir le lien avec l'ambassadrice en Tunisie et l'ambassadeur en Libye via les attachés de sécurité intérieure, même si en Libye, le poste étant relativement restreint en nombre de personnel, les contacts que je peux avoir à l'ambassadeur sont assez courants et fréquents. En Tunisie, c'est moins le cas, puisque c'est quand même un poste assez important. De mémoire, je crois que c'est le 13e poste le plus important de la diplomatie française dans le monde, même si la Tunisie reste un petit pays. Vous voyez. Donc ça veut dire que l'ambassadrice a tellement de sujets à traiter que je ne peux pas forcément avoir un contact direct avec elle. Ça m'arrive de temps en temps, surtout qu'elle est très encline à ces sujets de coopération, de protection civile. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, je l'ai connue lors de mon précédent séjour en Tunisie, puisqu'elle était ministre conseillère à l'époque de l'ambassade de France en Tunisie. Elle est maintenant ambassadrice. Donc je sais qu'elle a une appétence particulière pour ce sujet. Il n'empêche qu'elle a tellement de sujets à traiter que je passe par mon attaché de sécurité intérieure pour traiter un certain nombre de sujets avec elle. Et donc ces AIC sont des gens absolument indispensables au niveau local pour moi. Ce sont mes contacts privilégiés au sein des deux ambassades. L'attaché de défense de chacun des postes est aussi une personne importante pour moi. Premièrement parce que je reste un officier militaire, et donc c'est toujours intéressant de conserver du lien avec les attachés de défense, et notamment parce que eux aussi gèrent les coopérants militaires qui sont insérés au sein de l'armée tunisienne. Et puis en Libye, l'attaché de défense a un rôle essentiel à jouer aussi dans les affaires de protection civile, puisque par exemple lorsque les inondations ont eu lieu à Derna en septembre 2023, dans l'est de la Libye, c'est lui qui a accompagné l'ambassadeur sur site. Donc voilà, donc je conserve un lien, au niveau des ambassades, je conserve un lien très étroit avec les attachés de sécurité intérieure, qui d'ailleurs sont mes chefs en local, mais également avec les attachés de défense, donc les missions de défense. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'autres acteurs qui interviennent dans le cadre de la coopération de protection civile ou la coopération de sécurité civile, on l'appelle différemment selon les pays dans lesquels on se situe, mais c'est évidemment la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur français, qui est évidemment un acteur essentiel pour moi, parce que c'est cette direction qui possède l'expertise métier. Lorsque j'ai besoin de faire appel à un certain nombre d'experts, spécialistes dans différents domaines, c'est à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises que je m'adresse, puisque c'est eux qui ont ce réservoir, ce vivier, qu'ils peuvent mobiliser au profit de la coopération bilatérale. Et c'est le cas dans tous les autres pays, d'ailleurs, où on a une coopération et un coopérant de protection civile. Je suis également en contact très étroit avec la Direction de la coopération internationale de sécurité du ministère de l'Intérieur, la DCIS, qui est aussi, j'allais dire, l'organe technique qui permet de mobiliser aussi de l'expertise. Et puis, de temps en temps, avec la délégation à l'action européenne internationale du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc il y a toute une myriade d'acteurs avec lesquels je suis en contact. Ça, c'est les acteurs français. Maintenant, je suis aussi en contact sur place avec certaines ambassades des États membres de l'Union européenne, puisqu'il y a des projets de coopération bilatérale qui existent aussi au profit de la protection civile tunisienne, qui sont menés par d'autres pays européens et avec lesquels on essaie de créer une synergie dans un esprit un peu Team Europe. Ça, c'est important qu'on se mette d'accord entre nous pour ne pas faire de doublons et ne pas être concurrentiels. On est quand même tous membres de l'Union européenne, donc c'est absolument indispensable qu'on puisse travailler ensemble. Donc on crée des synergies. Donc je suis en contact avec eux, avec les organismes aussi en charge de cette coopération dans différents États membres de l'Union. L'Allemagne, par exemple, en Tunisie, est assez présente. Et puis évidemment, je suis en contact avec les gens de la délégation de l'Union européenne
à Tunis, mais également à Tripoli, parce que ce sont des acteurs essentiels et des bailleurs de fonds qui sont en mesure aussi de financer un certain nombre de projets. Et donc, l'objectif, c'est aussi de mettre en synergie un peu tous ces efforts, à la fois de l'Union européenne, des États membres de l'Union et puis de la France. C'était prévu un petit peu plus tard, mais vous avez commencé à en parler en septembre dernier. Il s'est passé quoi? Alors, en septembre dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'actualité, il y a eu un séisme important au Maroc. Et 2 jours après, il y a eu des pluies assez intenses qui se sont déversées sur l'est de la Libye, dans la région de Benghazi, mais plus particulièrement de Derna, et donc un barrage qui était en amont de la ville de Derna, dans l'est, a cédé. Il y a une vague monstrueuse qui s'est déversée sur la ville. Alors la ville de Derna, ça représente un peu un cirque, si vous voulez, en bout de Oued. Et donc il y a eu énormément de dégâts sur la ville et puis un bilan qui reste encore provisoire puisque malheureusement tous les corps n'ont pas encore été retrouvés puisque beaucoup de corps sont partis à la mer puisque c'est une ville côtière et donc on a un bilan provisoire de 10 000 morts et encore de nombreux disparus et donc une grande partie, un quart de la ville qui a été détruite. Et donc la France a rapidement proposé son aide à la Libye pour porter assistance. Et donc, il y a un détachement de la sécurité civile française, qu'on appelle l'ESCRIM, qui est un hôpital de campagne, pour faire simple, qui a été déployé en Libye. Et donc, mon rôle, là, a été d'accueillir les précurseurs à Tunis, puisqu'ils sont passés par Tunis avant de rejoindre Benghazi, de les accueillir à Tunis, de leur obtenir des visas en 30 minutes, ce qui est un record, de les accompagner ensuite sur Benghazi, et puis une fois sur place, à Derna, de faire le lien avec l'attaché de défense de l'ambassade de France en Libye et l'ambassadeur également, et de faciliter la mise en place de ce détachement de secours français. Concrètement, ça se passe comment? Vous recevez un coup de téléphone au milieu de la nuit qui vous dit prépare-toi, il vient de se passer ça. Qu'est-ce que tu peux faire? En fait, voilà, comment ça s'est passé exactement? Alors, c'est là où le rôle du coopérant est absolument essentiel parce que le coopérant a quand même une certaine autonomie et marge de manœuvre. Alors bien sûr dans un cadre bien réglé, bien fixé, et on n'agit pas sans l'autorisation de nos chefs évidemment. Mais ça nous permet d'être force de proposition. Donc dès que j'ai su qu'il y avait cet événement-là, sur l'est de la Libye, l'ambassade de France en Libye m'a évidemment informé. Moi je l'ai suivi aussi par mes différents canaux d'information, puisque j'ai une relation assez étroite avec le ministre en charge de la sécurité et de la défense civile en Libye, puisque je suis son conseiller aussi, même si je suis que très ponctuellement à Tripoli, mais bon, j'essaye d'être présent le plus possible. Et donc j'ai été aussi informé par ce canal-là, puisqu'il me posait la question, qu'est-ce que l'on peut faire, notamment en termes d'assistance internationale. Et c'est aussi suite à cette discussion que la Libye a fait appel à l'assistance internationale via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, mais également en bilatéral avec un certain nombre de pays. Et donc il y a énormément de pays qui ont été déployés. La Tunisie notamment a été déployée. Une équipe tunisienne a été déployée, et ça je vous en reparlerai après, parce que cette équipe qui a été déployée, c'est une petite fierté de la coopération française en Tunisie. Ah, c'est la prochaine question, il ne faut pas tout dévoiler. Voilà, alors on en parlera un peu plus tard, mais donc comment ça se passe en fait, dès qu'on a cette information, et ensuite on doit être force de proposition. Pour l'ambassadeur, pour l'attaché de défense, pour l'attaché de sécurité intérieure, c'est notre travail d'être force de proposition, parce qu'en plus on connaît bien le mécanisme de projection internationale de nos forces de sécurité civile. Et puis là, en plus, il s'agissait de mon ancienne unité, c'était l'UISC-7 de Bagnoles qui était déployé. Donc en plus, c'est mon ancienne unité dans laquelle j'ai servi, où j'étais commandant de compagnie et chef opération. Donc en plus, avec une petite fibre en plus sentimentale sur ce coup-là, de pouvoir les accompagner le mieux possible. Donc ensuite, vous êtes force de proposition et vous faites des propositions sur qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que coopérant. C'est validé ensuite par la DCSD et par, évidemment, l'ambassadeur de France en Libye, et puis après c'est parti, on y va. Dans tout ce que vous dites, ça me donne cette impression, et puis c'était pareil aussi avec les autres coopérants que l'on a rencontrés, que ce poste de coopérant, c'est quelque chose qui est très vivant et dynamique. En fait, on ne rentre pas sur un poste, on y reste et on fait ses actions en attendant, entre guillemets, que ça se passe. Mais on est en mesure de réagir et de faire des choses pour le pays, parfois très rapidement. Alors absolument, et c'est pour ça d'ailleurs que les coopérants ont des profils quand même assez particuliers. Vous ne mettez pas des jeunes lieutenants ou des jeunes capitaines sur ce type de poste. Il faut avoir, je pense, un vécu opérationnel déjà avant, ce qui est mon cas et ce qui est le cas de l'ensemble de mes camarades coopérants de protection civile. Et il faut... En fait, c'est la position, la proximité avec le partenaire. Moi, je vous dis que je suis conseiller direct du directeur général de l'Office national de protection civile en Tunisie et le conseiller direct du ministre en charge de la
défense et de la sécurité civile en Libye. Et donc, cette proximité, elle permet d'être force de proposition. Et donc, il y a effectivement... Mon premier rôle, j'allais dire, c'est de conseiller ces deux autorités-là, et de conseiller évidemment leurs grands subordonnés, donc aussi bien le DRH que le responsable des opérations, que le responsable financier, que le responsable de la formation, que le responsable de la gestion de crise, etc. Donc ça, c'est notre premier rôle. Et ensuite, on a des instruments justement pour appuyer, pour mettre en œuvre cette coopération, qui sont des projets de coopération bilatérale que l'on met en œuvre. Mais c'est tout l'intérêt de ces projets de coopération bilatérale financés par la DCSD, c'est qu'on peut s'adapter en permanence aux besoins, aux évolutions des besoins de l'organisation que l'on appuie. Parce que vous imaginez bien qu'au fil des années, au fil des événements, les besoins peuvent largement évoluer. Et donc on a cette capacité, avec nos projets de coopération bilatérale, d'être souple, flexible, tout en ayant un cadre logique bien formaté, puisque ça évite de se disperser, quand même de concentrer les efforts. C'est un principe militaire qu'on connaît bien, la concentration des efforts pour arriver à des résultats concrets. Il n'empêche qu'on a cette flexibilité qui nous permet de répondre à un certain nombre de besoins du partenaire. Je peux vous donner un exemple très simple. Il y a actuellement en Tunisie un gros projet sur la rénovation de la colline de Birsa qui se situe à Carthage. Carthage, en Tunisie, donc c'est en banlieue de Tunis, c'est un joyau historique, vraiment. Il y a une histoire, il y a un patrimoine culturel qui est énorme, qui n'est pas forcément suffisamment mis en valeur à l'heure actuelle. Et il y a ce projet financé par l'Union européenne qui va permettre de redonner vie à tout ce site de Carthage et de le rendre accessible aux visiteurs. Et donc de créer un tourisme culturel qui sera aussi une source de développement, une source de revenus économiques. Il ne faut pas du tout le nier, bien au contraire. Et ça va mettre en valeur ce patrimoine culturel de la Tunisie. Et cette équipe projet, donc financée par l'Union européenne, j'ai eu des contacts très réguliers avec eux parce qu'il y a cet aspect protection des œuvres. Parce que le musée de Carthage va être rénové dans le cadre de ce projet. Il y a quelque chose qui n'avait pas du tout été pris en compte dans la rénovation de ce musée, c'est la protection des œuvres en cas de sinistre ou en cas de catastrophe. Voilà. Et donc on a travaillé sur ce sujet-là. Et donc on va travailler cette année, dès 2024, à la fois sur l'appui à la protection civile tunisienne dans l'élaboration ce qu'on appelle un plan de sauvegarde des biens culturels, et on va aussi former les sapeurs-pompiers tunisiens qui sont à proximité du site, donc la brigade de Carthage notamment, mais toute la direction régionale de Tunis, on va les former justement à intervenir sur ce type de site où il y a un certain nombre de pièces et de biens culturels d'importance pour le pays. Et on va aussi travailler en liaison avec l'équipe projet donc financée par l'Union européenne pour justement qu'il y ait un certain nombre d'équipements qui soient aussi également mis en place pendant la rénovation du musée. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui n'était pas apparu il y a 2 ans quand on a élaboré le projet de coopération bilatérale qui est actuellement mis en œuvre. Et donc on a cette flexibilité de pouvoir répondre à des besoins qui naissent au fur et à mesure du projet, et du temps. Donc ça c'est la force de la direction de la coopération de sécurité et de défense, c'est justement d'avoir des projets qui sont adaptables, d'avoir ces coopérants qui sont insérés auprès des organisations qu'on appuie. Et ça, c'est vraiment, je peux vous le dire, il y a énormément de pays, notamment les pays européens, qui nous envient d'avoir ce système qui est unique, qui est vraiment unique, et qui nous permet d'être efficace à coût maîtrisé. C'est absolument indispensable de le préciser, ça, avec les financements que l'on obtient de la DCSD, on a une efficacité égale à d'autres projets où le financement est 3 ou 4 fois supérieur, grâce justement à cette présence du coopérant. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier ? Question difficile. Alors déjà, dont je suis le plus fier, c'est pas le bon terme. C'est dont nous sommes les plus fiers parce que c'est toute une continuité d'action des différents coopérants qui sont en place depuis 2012. Alors, même si c'est la 2e fois que je reviens en Tunisie, il n'empêche que mon prédécesseur de maintenant, et puis mon premier prédécesseur lors de mon premier séjour, c'est toute une continuité d'action. Donc, vous voyez, je suis le 4e coopérant, en fait, et donc c'est nos projets. C'est les projets de 4 coopérants. C'est pas seulement les projets du lieutenant-colonel Christophe. Voilà. Et donc, il y en a plusieurs dont nous sommes fiers. Le tout premier, c'est d'avoir appuyé la protection civile tunisienne dans l'élaboration de ce qu'on appelle un schéma national d'analyse et de couverture des risques, qui est un vrai outil de prévision et qui permet à la protection civile tunisienne de mettre sur la table, face au pouvoir politique, voilà, quels sont les résultats que vous voulez que l'on obtienne. Si vous voulez qu'une ambulance puisse intervenir en moins de 10 minutes
sur la région de Tunis, voilà ce qu'il nous faut. Comme véhicule, comme personnel, comme caserne, et donc qui dit personnel dit également formation, etc. Donc ce SNACR, puisqu'on l'appelle comme ça, c'est un outil de prévision qui permet de justifier les besoins de la protection civile tunisienne auprès du gouvernement, qui ensuite va évidemment élaborer un budget. Voilà, donc ça reste un outil fondamental, et cet outil-là en Tunisie, il fait 800 pages. 800 pages, parce que justement on est allé au fond des choses, et ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est que non seulement on a appuyé la protection civile tunisienne dans l'élaboration de ce document, qui est un document vraiment stratégique, pluriannuel, sur 5 ans, mais qu'en plus on a fait un transfert de compétences. C'est-à-dire que la mise à jour de ce document qui a eu lieu en 2019, elle a été faite par les officiers tunisiens que nous avions nous-mêmes formés à l'époque dans le dispositif. Donc on ne s'est pas contenté d'écrire le document pour eux. En fait, on a formé les gens, donc ça prend plus de temps, hein. Très clairement, ça prend plus de temps, mais on a formé les gens, on a accompagné les gens, les officiers qui étaient en charge de ça, dans l'élaboration de ce document, et ensuite on a fait un transfert de compétences assez naturellement, et ce qui leur a permis, eux, d'acquérir cette autonomie et de pouvoir le remettre à jour par eux-mêmes en 2019, il y a quelques années, et ils sont en train de retravailler déjà sur la révision, puisque la révision doit avoir lieu en 2024, à nouveau. Donc là, on n'intervient plus. C'est eux, vraiment, de façon autonome, qui le font. Donc ça, vous voyez, c'est une petite fierté de se dire qu'on a servi à quelque chose et qu'on a transféré des compétences auprès de ces officiers, de ces jeunes officiers à l'époque, d'ailleurs, qui sont devenus un peu plus vieux maintenant, forcément, avec le temps. Donc ça, c'est un premier sujet dont on est assez fier. Un deuxième sujet dont on est assez fier, c'est d'avoir appuyé la montée en puissance de l'École nationale de la protection civile tunisienne. En 2012, lorsque le premier coopérant est arrivé, c'était... et mes amis tunisiens ne m'en voudront pas si je dis ça, parce qu'ils seront d'accord avec moi, c'était un champ de ruines. Il y avait 2 bâtiments opérationnels sur un terrain de 8 hectares. Tout le reste, c'était une ancienne usine qu'il fallait détruire. Et donc, la Tunisie a financé la construction de cette école, qui à l'heure actuelle, début 2024, est sans doute une des plus belles écoles de protection civile du continent africain, voire de la région méditerranéenne. Et donc on a appuyé, la coopération bilatérale a appuyé la montée en puissance de cette école nationale. Alors quand je dis appuyer la montée en puissance, on n'a pas financé les bâtiments, c'est la Tunisie qui a financé les bâtiments. Mais nous, une école, et c'est là où la protection civile tunisienne elle a cette force, c'est qu'elle a compris qu'une école, c'était pas juste des bâtiments. Une école, c'est pas juste des infrastructures. Une école, ça doit vivre. Hein. Et donc ça vit notamment grâce à des formateurs, à des stagiaires. Ça vit aussi grâce à des corpus documentaires, pédagogiques, qui permettent justement de faire les formations, etc. Donc nous, on a appuyé avec la coopération bilatérale depuis 2012 cette École nationale de la protection civile, qui est maintenant quand même un exemple du genre, je dois dire, et nous en sommes assez fiers, et elle continue d'évoluer encore à l'heure actuelle, et je vous reparlerai dans quelques minutes d'un autre projet qui pourrait voir le jour. Voilà, donc ça c'est la deuxième fierté, j'allais dire. La troisième fierté, c'est de se dire qu'on a pu faire monter en compétence un certain nombre de jeunes officiers. Je peux vous donner encore un exemple là, à l'heure actuelle, puisque maintenant, il y a un jeune officier qu'on a formé depuis le début, au sein de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en France, etc., et qui maintenant a attaqué depuis 1 an maintenant une thèse de doctorat que l'on finance, que la coopération bilatérale finance. Voilà. Donc vous voyez, on est parti d'un niveau où on formait les gens au premier secours en équipe, et maintenant on les appuie pour faire des thèses de doctorat. Et donc, vous voyez l'évolution en 11 ans, elle est quand même assez conséquente. Ensuite, il y a un projet dont on est assez fier aussi, je dis toujours nous. Hein. Alors, il n'est pas encore, on ne sait pas s'il sera encore accepté par les autorités tunisiennes ou pas, mais en tout état de cause, c'est un projet qui est né en 2017. Donc, vous voyez, il y a quelques années déjà. Bon, c'est vrai que le Covid a un peu ralenti le traitement de ce dossier, mais c'est un projet sur un prêt souverain de l'Agence française de développement, de l'AFD, de 50 millions d'euros, au profit de la protection civile tunisienne, qui a été accepté il y a quelques jours par le conseil d'administration de l'AFD, et donc qui est maintenant en négociation auprès des autorités tunisiennes. Alors c'était sur une requête des autorités du gouvernement tunisien, qui a effectué cette requête sur ce prêt de 50 millions d'euros. Alors bien sûr, c'est pas né tout seul comme ça. Les coopérants ont travaillé sur ce sujet-là. En tant que conseiller du directeur général de l'Office national de la protection civile de Tunisie, justement pour construire ce projet, pour le narratif, etc., pour identifier qu'est-ce qui pourrait être fait ou pas fait. Et là, la petite fierté, c'est de se dire que le conseil d'administration de l'AFD, après une étude de faisabilité qui a eu lieu là, pendant 5 mois en 2023, a dit oui, avec un fort appui d'ailleurs de Madame l'ambassadrice de France en Tunisie,
Et donc maintenant, on est dans la phase de négociation, de l'opérationnalisation, j'allais dire, de la contractualisation de ce prêt de 50 millions d'euros qui devrait permettre à la protection civile tunisienne de faire un bond en avance. Dans tous ces projets, évidemment, j'ai bien compris que vous n'êtes pas seul. Mais est-ce que vous travaillez aussi sur place avec d'autres coopérants? Alors, votre question va me permettre d'aborder la notion d'équipe France qui m'est très chère, qui est très chère à la DCSD d'ailleurs de façon générale, mais pas seulement, qui est très chère aussi à l'ambassadrice de France en Tunisie et de façon générale, je pense, à l'ensemble des ambassadeurs de France dans le monde. L'équipe France, c'est un concept qui marche, qui fonctionne. Et je vous parlais du projet AFD, justement, le coopérant que je suis a travaillé de façon très étroite avec l'Agence française de développement sur ce sujet-là. Donc le coopérant DCSD que je suis a travaillé avec l'AFD et avec d'autres entités françaises, avec l'ambassade de France en Tunisie aussi, avec les différents services, avec le service de coopération et d'action culturelle aussi, qui est à Tunis. On a travaillé en main dans la main avec ce principe d'équipe France. Donc ça, c'est fondamental. Voilà, je voulais d'abord commencer par dire ça. Rappelle-moi de ta question. Oui, le travail avec d'autres coopérants. Les autres coopérants. Il y a deux sujets là-dessus. Il y a les autres coopérants de la DCSD en Tunisie, donc qui sont des coopérants militaires qui travaillent essentiellement avec l'armée tunisienne, même s'il y a un coopérant aussi douane et un coopérant de la gendarmerie nationale française, qui appartiennent au service de sécurité intérieure de l'ambassade de France, comme moi d'ailleurs. Donc moi je travaille étroitement avec eux sur un certain nombre de sujets, parce qu'on a des sujets communs, avec les douanes notamment sur la partie NRBC, vous voyez. Avec les coopérants garde nationale aussi sur un certain nombre de sujets que je ne peux pas forcément évoquer ici, mais on a des sujets communs. Et puis avec les coopérants militaires, enfin partie armée si vous voulez, j'ai des contacts aussi avec eux et j'interviens chaque année à l'école supérieure de guerre et à l'école d'état-major lorsqu'ils ont leur cursus de formation à la gestion de crise. Donc oui, on a des relations étroites entre nous et on se prête main forte régulièrement. Donc voilà, donc il y a ce premier cercle, je dirais, de coopérants dans le pays dans lequel je suis. En Libye, il n'y a pas encore de coopérants, à part moi, donc coopérant des CSD, donc il y a le sujet, enfin il n'y a pas de sujet en Libye pour l'instant. En revanche, c'est ce que je voudrais souligner ici, c'est que je suis en contact toujours assez étroit avec les autres coopérants de protection civile des CSD qui sont répartis à travers le monde. Moi je les connais pour la plupart, bien, ce sont des amis de longue date, ce sont même des frères d'armes, qu'ils soient sapeurs-pompiers civils d'ailleurs ou militaires, ce sont des vrais frères d'armes. On a cette petite communauté, on va dire, où on s'apprécie beaucoup, on est des vrais amis, et ça c'est absolument essentiel aussi, parce que ça nous permet d'être en contact très régulièrement. Alors je ne vais pas vous dire que je les appelle tous les jours non plus, il n'empêche que les coopérants de la région méditerranéenne, donc, qui sont positionnés au Maroc, en Algérie et au Liban, ce sont des officiers avec qui j'ai des contacts très réguliers parce que justement il y a un certain nombre d'initiatives qui sont portées par l'Union européenne et par l'Union pour la Méditerranée, dont on pourra reparler éventuellement plus tard, mais qui sont portées, et donc on a ces contacts très réguliers entre nous, justement pour se conseiller, pour se dire voilà, tiens, moi j'ai fait ça et ça marche bien, pour identifier les bonnes pratiques, pour aussi identifier les choses qui n'ont pas forcément bien marché et pourquoi elles n'ont pas bien marché. Donc on échange beaucoup. Tout ça sous couvert évidemment de notre officier thématique à la DCSD, qui est évidemment au courant de tous ces échanges. Mais c'est absolument essentiel pour nous de maintenir du lien. On n'est pas très nombreux des coopérants de protection civile. On doit être une vingtaine dans le monde sur un sujet commun, dans des organisations très différentes, certes dans des pays différents. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre de principes qui sont communs, et donc garder le contact régulièrement entre nous, c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, tous les ans, traditionnellement, on se rencontre en marge du Congrès national des sapeurs-pompiers qui est organisé dans une ville de France chaque année. En marge de ce congrès, on essaye toujours de se faire notre petit séminaire entre nous sous couvert de la DCSD et de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Et donc on conserve le lien. Et moi, de façon générale, comme je vous l'ai dit, j'ai des liens amicaux avec la plupart d'entre eux, des vrais frères d'armes. D'ailleurs, quand on se retrouve chaque année, c'est un peu dangereux pour les autres qui sont autour. Pas dangereux, c'est une façon de parler, c'est parce que comme on se voit pas souvent et qu'on est pendant quelques jours ensemble, on forme une vraie communauté. Et ceux qui regardent ça de l'extérieur se disent « Ah oui, là il y a quelque chose ». Si vous rencontrez quelqu'un qui ne connaît absolument rien à ce que vous faites et qui vous pose la question « C'est quoi un coopérant ?» vous allez lui répondre quoi? Je commencerai par lui répondre qu'on est d'abord un outil de la politique étrangère de la France. Ça c'est le premier point qu'il ne faut jamais oublier lorsque l'on est coopérant. Et qu'on est là pour être
en appui d'un certain nombre de partenaires dans les pays dans lesquels on fait de la coopération. Voilà. Et alors on fait de la coopération technique, ça c'est important de le rappeler aussi. Et donc je dirais que voilà, on est un outil de la politique étrangère de la France en faisant de la coopération technique, concrète, de terrain, qui permet à nos partenaires dans les différents pays de progresser. C'est ce que je dirais, de façon simple. Parce que si je rentre dans le détail, je risque de passer 2 heures à expliquer ce que je fais. Ça veut dire que ça vous passionne. De toute façon, la coopération, c'est une passion. Si vous n'êtes pas passionné par la coopération, je vais être honnête, ça ne sert à rien de venir. Et puis de toute façon, moi je vous dis, je ne connais, parmi les cercles des coopérants de protection civile, que je connais bien, de la DCSD, qui sont répartis à travers le monde, on est tous des passionnés. Il n'y en a pas un qui n'est pas passionné par ce qu'il fait. Voilà. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas venir dans cette branche si vous n'êtes pas passionné par la coopération et par la sécurité civile. C'est quoi votre vision de la DCSD aujourd'hui ? Je dirais que la DCSD, depuis la première fois que je l'ai connue en 2015, pendant que j'ai appartenu à DCSD en 2015, même si je connaissais la DCSD depuis bien longtemps avant, je trouve que la DCSD a évolué très favorablement en tenant compte de l'évolution du monde, en ayant des priorités géographiques qui sont évidemment en lien avec les directives du Quai d'Orsay et du président de la République, mais elle a su s'adapter à l'évolution du monde, je trouve. Elle a su créer du lien et être à l'initiative souvent de la dynamique de l'équipe France. J'en veux pour preuve la récente convention qui a été signée avec l'Agence française de développement et avec Expertise France et la DCSD. Donc elle est souvent pilote et moteur dans cette dynamique de l'équipe France. Je pense que c'est dans l'ADN de la DCSD aussi, lorsque il y a des militaires mais aussi des diplomates qui travaillent et qui savent ce que c'est que cette fameuse équipe France et l'efficacité qu'elle peut avoir lorsqu'on travaille tous main dans la main. Je pense qu'il y a un autre volet aussi où la DCSD évolue, c'est sur le volet européen. La DCSD a bien compris qu'il était essentiel de travailler en multilatéral aussi. Notamment avec nos pays, avec les autres États membres de l'Union européenne. Et donc cette dimension européenne, elle est en train d'évoluer au fur et à mesure au sein de la DCSD, de prendre de l'ampleur, et je trouve ça très intéressant. Et donc la DCSD et encore une fois, c'est une entité que beaucoup de pays nous envient. Voilà, moi je peux vous le dire en étant sur le terrain, il y a énormément de pays qui nous envient d'avoir ce système et d'avoir un système de coopération comme ça qui est porté par la direction de la coopération de sécurité et de défense, par la DCSD. Et donc la DCSD, vraiment pour faire simple, elle est unique au monde, je dirais, et avec une capacité d'action qui est quand même phénoménale, avec des coopérants, avec ce système de coopérants, et elle a su évoluer par rapport au changement du monde que l'on constate à l'heure actuelle. Et donc c'est une direction vivante, et qui s'adapte et qui est performante. Bon, c'est une question classique dans cette série. Je vous la pose même si je connais déjà la réponse. Vous êtes un coopérant heureux ? Ah oui. Alors, un coopérant heureux, oui, bien sûr. Un coopérant très occupé, comme la plupart de mes camarades coopérants, puisque le coopérant a comme cette particularité d'être quand même... Alors, comme je vous l'ai dit, il a une certaine autonomie, certaines marges de manœuvre, mais le contre-coup de tout ça, c'est que ça réclame un travail dense, intense, parce que vous êtes, entre guillemets, un peu tout seul. Alors attention, quand je dis tout seul, il faut modérer les propos, on n'est jamais tout seul. Ne serait-ce que parce qu'en centrale à la DCSD, il y a des gens qui s'occupent de nous. En local aussi, puisque, comme je vous le disais, l'attaché de sécurité intérieure est notre relais au sein de l'ambassade. Il n'empêche que lorsqu'on est inséré, on se retrouve un peu seul. Voilà. Et donc on doit faire plein de choses. Un coopérant, ça doit être à la fois un stratège pour conseiller une autorité de haut niveau, mais également un technicien pour faire de la mise en œuvre, et parfois un comptable aussi, parce qu'il gère des projets de coopération, et donc on est redevable de chaque centime d'euro que l'on dépense. Donc ça, c'est ce qui est tout à fait logique. Et on doit parfois être mécano aussi, parce qu'on est en plein milieu du désert, en panne avec sa voiture. Enfin, vous voyez, je plaisante en disant ça, mais c'est... Le scope de compétences doit être quand même très très large, mais c'est passionnant, évidemment que je suis bon. Évidemment, je ne connais pas un seul de mes camarades coopérants qui ne l'est pas. C'est très prenant, mais c'est passionnant, et donc ça donne aussi un sens au métier que l'on fait. Christophe, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.